30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 C'est le 4e, si je ne me trompe pas, épisode de À nos 30 ans avec Justine. Bonjour. Bien, bonjour Justine, ce petit bonjour trop mignon. Aujourd'hui, on est à Nantes et il fait pas mal beau pour un mois de novembre. Et Justine est allongée parce qu'elle pense qu'elle est en thérapie. Parce qu'en ce moment, être allongée, c'est bien, c'est l'automne. Ouais, c'est tout à fait la saison pour être allongée. Et ben du coup, je vais te laisser te présenter dans ta trentaine bien avancée. Ma trentaine bien avancée, donc du coup j'ai 32 ans, j'habite à Nantes depuis 2008, donc ça commence à faire un petit moment. Que dire de plus, je suis... Parle-nous de ton village. Je suis originaire, en fait je suis née en Inde et j'ai été adoptée et je suis arrivée en Mayenne, à Château-Gontier, où j'ai fait mes premières années collège, lycée, on va dire un petit peu comme tout le monde, à la différence de l'avantage de la petite ville qui permet finalement de faire des bêtises beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt, sous surveillance parentale moyenne, mais voilà, c'est un avantage tout de même de vivre en campagne lorsqu'on est jeune, enfin du coup de mon point de vue. Puis par la suite, après la seconde, je cherchais à faire un bac médico-social parce que j'avais envie de partir dans le social pour faire soit éducateur spécialisé, soit psychiatre ou autre, pour voilà, travailler avec des jeunes en difficulté. Ce bac-là n'était pas disponible en fait finalement dans ma petite ville, donc j'ai dû partir dans la grande ville à Angers et j'ai eu de la chance à cette époque de pouvoir le faire avec mon conjoint de l'époque et d'avoir un appartement très tôt, donc à 16 ans, ce qui m'a mis en face de réalités un peu étranges par rapport aux autres personnes de mon entourage, puisque quand on parle CAF à 16 ans, on ne trouve pas beaucoup d'écho en face, mais c'était quand même une période assez intéressante. Et donc arrivée à Angers, je suis entrée dans un immense lycée dans lequel on était très peu de personnes de couleur. Et la scolarité s'est plus ou moins bien passée, bien que ça restait quand même un endroit très particulier, puisque j'ai été confrontée à des gens qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas eu une mini, par exemple, alors qu'ils n'avaient pas encore le permis et qu'ils voulaient une Austin, enfin peu importe. Des gens très bizarres et très éloignés de moi. C'est à Angers aussi que j'ai connu pour la première fois de ma vie le racisme. C'était un endroit particulier. Donc j'ai pas d'extrêmement bons souvenirs de cette période. Et c'est peut-être aussi pour ça que malgré un stage en hôpital psychiatrique qui était, mon Dieu, extrêmement intéressant et en IME, j'ai décidé que à cette époque-là, j'étais pas assez peut-être mature pour rentrer dans ce type d'école et pour appliquer en fait ce métier qui est quand même un métier délicat et peut-être que j'étais pas encore très axée sur moi, sur ce que j'étais capable de donner. Et donc je suis partie à Nantes pour faire une école de design et graphique et multimédia dans une toute petite école qui m'a permis de rencontrer des gens incroyables avec qui j'entretiens encore des liens aujourd'hui et c'était un vivier finalement avec du recul de plein de petits talents différents qui finalement sont un peu tous partis dans divers horizons. C'était très intéressant. Et on va dire que c'est un schéma très classique. On sort du lycée, on rentre dans une formation, on la fait jusqu'au bout puisqu'il faut aller jusqu'au bout. Et par la suite, on a des stages. Enfin, moi j'ai eu un stage à Paris, j'ai rencontré le milieu de l'agence publicitaire, le vrai, pas celui de 99 francs, sans la coque et tout, mais le milieu parisien où on a ces fameux directeurs de création, etc. Donc ça met face à une réalité du travail, ça permet aussi de conscientiser ce vers quoi on va, puisque la plupart du temps quand on est en études, on ne sait pas en fait vers quoi on va. Et
à ce moment-là, je me suis dit que j'avais pas l'envie de travailler dans des grandes structures. Et j'ai eu la chance, à la sortie de l'école, de trouver une petite boîte, mais toute petite puisqu'on était quatre, dans laquelle j'ai pu travailler pendant 3 ans, où on va dire que le contexte était un peu particulier, puisque du coup, c'était une très vieille boîte pour une boîte de com, euh, qui travaillait pourtant avec des très très gros clients, donc c'était hyper diversifiant, plein de diversité. Diversifié. Je pense. Voilà, donc c'était très diversifié. L'avantage, c'est que quand on commence dans une petite boîte, on a la possibilité d'être un mouton à 8 pattes. Et au début, c'est intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Et par la suite, j'ai été débauchée pour aller bosser dans une autre boîte qui était légèrement plus grande. Débauchée, ça c'est joli. Très joli. Puisqu'ils sont venus me chercher, c'était plutôt sympa de leur part. Et encore une fois, petit à petit, le réseau se crée. Et l'avantage de cette ville de Nantes, ou comme dans beaucoup de villes d'ailleurs, c'est que le réseau se forme hyper rapidement. On a la possibilité d'avoir accès à des gens hyper sympas. Et du coup, donc, j'ai travaillé chez cette autre entreprise pendant 3 ans également. Et au bout de ce temps-là, j'ai eu une petite révélation, on va dire, sur l'impact de mon travail. En fait, il se trouve déjà que la communication en soi, c'est un métier qui n'est pas forcément valorisé, valorisable, puisque du coup, c'est aussi lié à une espèce d'imaginaire qui parle de mensonges et de manipulation. Mais en plus, quand on se retrouve à bosser pour des marques qui font du suremballage, qui polluent énormément, voilà, on est face à une réalité où on se dit bah oui, je m'en sers pour vivre, mais en même temps, bon, ça participe à un système que tu exerces un petit peu. Donc, j'ai pu avoir la chance de participer à un Web Today à Nantes, qui est un événement numérique qui est à peu près le seul, en fait, en tout cas en région Grand Ouest, qui est aussi conséquent, puisque c'est 3 jours de conférences avec différents intervenants sur tout type de sujets. Et lors de cet événement, il y a eu l'intervention d'Inès Leonardozzi, qui est la personne la plus intéressante que j'avais vue jusqu'alors pour venir évoquer ce type de sujet, qui était l'écologie numérique. Quel est l'impact du numérique? Moi qui ai toujours travaillé dans l'impression, dans le print, le packaging, le marketing opérationnel, etc., on va dire que c'est un truc que j'avais pas du tout conscientisé. Et en fait, ça a mis cette espèce de cerise sur le gâteau pour dire, en fait, il n'y a aucun point de ce métier sur lequel je peux vraiment me retrouver dans mes valeurs. Et donc, du coup, ça a été un process un peu long, puisque comme toute prise de conscience, même si elle est rapide, elle est difficile à mettre en œuvre derrière. J'ai pu quitter mon entreprise en bonne entente avec mes boss, et du coup partir dans cette année où je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une réorientation. On va dire que c'est un peu fort après t'entendre faire une réorientation, mais aujourd'hui tout le monde le fait, et c'est courageux mais accessible. Sauf que évidemment, trouver un contrat professionnel déjà lorsqu'on a plus de 30 ans, c'est compliqué, puisqu'il y a plein de choses qu'on nous dit pas sur le fait qu'on passe en contrat pro et non pas en apprentissage. Donc du coup ça coûte plus cher aux entreprises. C'est plein de complications qui sont vraiment en fait, qui peuvent te faire renoncer à ce projet. Et finalement il y a eu aussi la petite valeur ajoutée du Covid, qui fait que déjà il n'y avait pas de place pour un trentenaire en contrat pro. Et en plus, du coup, voilà, tout le monde fermait un petit peu ses portes, puisque personne ne savait trop comment son entreprise allait se développer. D'autant plus que je cherchais dans une branche qui est, on va dire, un petit peu expérimentale pour l'heure, puisqu'il s'agissait de la transformation des entreprises et leur accompagnement, et d'évoquer un peu les sujets de prospective. La prospective qui aujourd'hui est floue pour tout le monde, pour moi encore, alors que j'ai fait cette formation, hein, c'est quelque chose qui permet d'anticiper des futurs souhaitables et possibles grâce à des données récoltées. Enfin, c'est compliqué, mais c'est hyper intéressant. Mais bon, personne n'avait besoin de ça pendant le Covid. Et je crois qu'en fait, c'était très compliqué de base. Donc ça a été une année un petit peu, on va dire, avec plein de claques. Plein de claques dans les dents. Ça faisait mal dans tous les sens, puisque du coup,
on se met en difficulté financière, on se met en difficulté intellectuelle aussi, puisque aller se vendre alors qu'on ne sait même pas trop ce qu'on va vendre derrière, c'est un peu complexe aussi. Et encore une fois, moi j'ai de la chance, j'ai fait ce projet-là alors que je suis pas propriétaire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas, voilà. Y en a qui ont tout ça dans les poches et qui tentent l'aventure, donc rien n'est inaccessible. Mais quand même, à mon échelle, ça fait un petit peu mal. Et finalement, au bout de quasiment un an de recherche à 100 et haut, on va dire, j'ai réussi à trouver une association qui m'a prise en contrat professionnel pour faire ce travail ensemble. Ce qui était un peu particulier puisque du coup, on avait un deal de départ sur l'utilisation de la communication, enfin de mes compétences au sein de leur boîte. Et eux, en contrepartie, me donnaient des enseignements liés à mon master. Sauf que dans les faits, évidemment, la vie d'entreprise, c'est toujours bien plus compliqué que ça. Mais cela dit, l'année a été très dense, assez éprouvante. Encore une fois, il y avait le Covid, donc déjà se remettre sur les bancs de l'école et en plus le faire en distanciel, c'est particulier quand on a la capacité d'attention que j'ai, qui n'est pas forcément évidente. Et du coup, pour autant, la chance de rencontrer aussi des collaborateurs hyper intéressants et des collègues de classe, pareil, une espèce de petite nuée d'oiseaux dont aucun se ressemble. Et c'était hyper intéressant puisque du coup, il y en avait qui étaient dans tous les secteurs finalement. Il y en avait en associatif, il y en avait dans l'ingénierie, il y en avait dans l'accompagnement des startups. Enfin, c'était très dense en expérience. Et franchement, très dense, mais oui, content que ce soit terminé. C'était très compliqué. L'avantage, on va dire, de cette période, ça a été de pouvoir faire un mémoire. Je sais que c'est pas très facile. Enfin, dans l'imaginaire collectif, le mémoire, c'est pas non plus le truc le plus kiffant du monde, mais en soi, ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient liés avec le sujet que j'avais voulu développer, qui était la communication responsable. Et donc, je me suis permise de frapper à des portes, on va dire de façon très naturelle, et d'avoir un accueil derrière hyper intéressant. L'avantage d'avoir 30 ans à ce moment-là, c'est que on peut vraiment frapper à n'importe quelle porte et, et avoir directement un retour sans mettre trop en péril ton petit ego, entre guillemets. Est-ce que tu penses que t'es plus pris au sérieux aussi du fait d'avoir 30 ans ? Alors je sais pas, mais en tout cas moi je me prenais plus au sérieux. D'accord. Si tu veux, de me dire en fait allez, je peux y aller, et si je me prends un vent c'est pas grave, je m'en suis pris 15 000 avant, je m'en remettrai. Mon ego du mois de 20 ans n'aurait pas supporté. Et finalement, voilà, ce point-là m'a fait recentrer un petit peu sur le sujet. Parler de l'avenir et de l'accompagnement des entreprises, c'est cool. Mais ce que j'aime aussi, c'est la communication, et interne et externe. Ça m'a permis de me recentrer, c'était très intéressant. Et par la suite, une fois que ça s'est conclu, on m'a proposé une expérience qui était très particulière pour moi en tant que mauvais élève, c'est d'être professeur de design. Donc, on va dire que ma dyslexie rentrait pas en cause dans l'histoire, mais c'était quand même une expérience assez inattendue pour moi, enfin pour un profil comme le mien du moins. Et pendant presque 6 mois, j'ai donné cours pendant 3 heures semaine à des élèves sur le sujet du packaging. C'est extrêmement enrichissant et aussi un peu terrifiant, puisque du coup on reconnaît un petit peu les profils de classe à qui on a pu avoir affaire. On se demande si on arrive à être intéressant alors qu'on fait cours à l'heure du déjeuner, qu'on sait qu'au déjeuner, du coup, il y a la petite fatigue qui arrive, etc. Donc c'est un petit peu particulier, mais c'est une expérience à part entière. Et à côté de ça, j'ai pu intégrer une start-up nantaise à partir de février qui a un projet d'économie circulaire. Et là, du coup, la chance également d'avoir une petite équipe, un début de construction d'entreprise qui permet en fait une flexibilité assez incroyable, une mentalité relativement jeune sur l'exploration de ce que peut être une entreprise à l'avenir, etc.
Donc il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et puis là, aujourd'hui, je me retrouve à me dire que donc cette expérience s'est terminée et je me retrouve à me dire que finalement, les chemins que j'ai pu faire auparavant, que j'ai pu emprunter, bah, c'est pas nécessairement des chemins sur lesquels je me suis vraiment épanouie. En fait, disons que j'ai l'impression que ce qui m'a motivée jusqu'alors, c'était plus ou moins la recherche bon, d'intérêt, évidemment, à partir de la réorientation, mais aussi de survie pécuniaire. Mais, comment dire, dans les secteurs que j'ai pu aborder, tous étaient très intéressants, mais finalement, je me sentais pas non plus, voilà, pas hyper joyeuse d'y aller en fait. Contente, mais pas hyper joyeuse. Et là, aujourd'hui, je me retrouve dans une période de creux où je me dis qu'en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai pas d'objectif dans cette période de creux. Je m'y suis retrouvée un petit peu malgré moi. Et finalement, bah, en fait, il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir. Et prendre ce temps de pause qui était très culpabilisant pour moi à la base, parce que ne rien faire pour moi, enfin, ne rien faire professionnellement parlant, il y a un truc. Si tu ne fais rien, tu vas inquiéter tes parents, tu vas inquiéter tes amis, etc. Tu vas être profiteur de la société, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que si je le fais pas, eh ben, je vais repartir dans un schéma où dans 6 mois, bah, je te dirai la même chose, où finalement j'en aurais marre, je verrai pas de sens dans mon job, que je m'ennuierai, et voilà. En gros, c'est ça. Bah, c'est un constat qui est, je pense, assez global, hein. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que là, ce que tu dis, c'est que donc là, au fil de, donc on va dire sur les 10 dernières années, mais sur toute ta vie, mais donc tu t'as remis en avant tes valeurs, ça t'a fait faire un changement déjà de carrière. Là, tu parles du fait de s'arrêter. En fait, j'ai l'impression que au plus tu as avancé, au plus tu as, comment dire, bah, je dis souvent le mot baliser, mais c'est ça, d'avoir balisé tes envies, les trucs que tu peux pas ou que tu veux pas faire. Et du coup, on va revenir donc au sujet de ce podcast, mais c'est parfait. C'est-à-dire que là, toi, à 30 ans, là, on pourrait dire déjà dans ton rapport à toi-même, il y a déjà ta notion de valeur qui est forte. Et là, tu parles de questionner tes vraies envies. C'est-à-dire que là, tu dis, il y avait surtout des préoccupations financières. Je crois qu'on est sur un truc générationnel assez fort. On a tous fait des trucs pour la thune, pour pas être dans l'inconfort financier. C'est légitime, hein, ça fait peur. Donc là, tu es prête à te mettre un peu plus inconfortable financièrement pour aller questionner ce que tu veux faire. Donc du coup, là actuellement, dans ton rapport à toi, donc là il y a l'aspect voilà, de valeur, il y a l'aspect financier, on n'a pas encore questionné l'aspect par exemple psychologique, ton rapport à ton corps. Ça serait quoi à peu près le bilan si tu compares à il y a une dizaine d'années en arrière, toi, par rapport à tout ce que tu as appris là, déjà dans ton rapport à toi-même, c'est comment? Le bilan, c'est intéressant parce qu'il est grand ce bilan. Si je me compare à il y a 20 ans, enfin il y a 20 ans, oula, partons pas si loin. Ouais, 20 ans Si c'était vraiment petite là pour le coup. J'en aurais pas le souvenir de toute façon. Si je me compare à il y a 10 ans, il y a 10 ans, ma crainte de l'abandon était tellement forte que j'avais peur de me lier aux gens. Parce que je dis pas ça seulement en tant qu'enfant adopté, parce que toute personne ayant subi un abandon, un divorce, un décès, enfin, et pas uniquement familial, hein, mais on a tous un peu cette peur, et moi je la matérialisais en essayant de rester un petit peu dans une zone d'invisibilité chez les gens, essayer de faire en sorte que je, je passe sans trop passer dans leur vie, comme ça, s'ils m'abandonnent, bah du coup, j'en subirais pas trop les conséquences. J'avais une, une bonne capacité d'écoute, mais vraiment une difficulté incroyable à me livrer, j'arrivais pas. Euh, J'avais vraiment du mal à m'ouvrir, à parler de choses, par le fait de peut-être me dire que je vais faire chier les gens, en fait, parce il y a aussi ce truc-là, quand t'as été abandonné, de se dire que bah, déjà t'as de la chance d'être là, alors fais pas chier. Oui, la thématique de prendre sa place. Ouais, voilà, de non-redevabilité. Et cette non-redevabilité, j'ai mis du temps à la mettre en place, en fait, à réfléchir dessus. Et un jour, il y a une amie qui m'a pris un peu entre quatre yeux, et c'était un très gros électrochoc, en fait. Elle m'a dit, bah, écoute,
ça fait presque 1 an qu'on se connaît. Et en fait, aujourd'hui, c'était assez binaire et très, très bizarre d'entendre une phrase comme ça, mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être amie avec toi. Waouh. Parce qu'en fait, moi, je te livre toute ma vie et toi, tu me donnes rien du tout. Mais elle n'a pas questionné Enfin, elle n'a pas cherché à savoir pourquoi t'en étais là. Bah, en fait, c'était une discussion comme on D'accord, peut l'avoir ok. là, hein, Ouais, mais ouais. du coup, je lui ai dit, ah ouais, en fait, là, tu viens de me faire me rendre compte qu'en essayant de me prémunir de l'abandon, je le créais. Et c'est con, hein, parce que je suis sûre que n'importe qui à l'extérieur aurait pu me le dire. Mais il y a des moments où tu es prêt à recevoir une info, puis d'autres pas. Du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à revoir là-dedans. Il y a quelque chose à revoir là-dedans, donc j'ai commencé à garder ça un peu dans un coin de ma tête. Et puis à côté, il y avait beaucoup d'autres sujets. Il y avait le sujet effectivement, de redevabilité. Qu'est-ce que je dois faire Parce que tu ne voulais pas être redevable? Bah, en fait, je me disais, si tu veux, qu'en gros, je devais justifier la chance d'avoir été ramenée ici. Ok. Tu vois, un peu de se dire que si j'étais plus en Inde aujourd'hui, c'était un peu grâce à mes parents, même carrément, en fait. Et que du coup, je leur devais de suivre un bon cheminement, d'aller finalement valider les espoirs qu'ils ont mis en moi. S'ils me payent des études, eh ben, d'aller au bout de ces études. Si ils m'ont payé finalement ces études, d'aller dans un corps de métier qui aille dans ce sens. Donc c'était un peu particulier, ça aussi je l'ai beaucoup questionné. Et puis ça empêche de questionner tes véritables envies aussi à toi. Exactement, exactement, parce que on va dire que je pense que mes véritables envies, j'ai commencé à les découvrir à 27 ans, quand je me suis séparée d'une relation très longue de 8 ans, où en fait j'avais eu l'impression d'être complètement broyée, en fait. Un peu, ouais. J'arrivais plus à savoir où j'allais, qui j'étais, et j'étais un peu dissociée de mes sentiments. Enfin, je voulais plus ressentir. Et en fait, ça a été très réconfortant puisque je suis allée voir une psy, qui était formidable d'ailleurs. Et elle m'a très vite rassurée, elle m'a dit non, mais en fait, vous êtes hyper ancré, vous êtes juste un peu perdu. C'est pas grave. Et ce fait-là, en fait, de me dire, bah, en fait, cette personne-là avec qui j'ai vécu pendant 8 ans, avec qui on a vécu des bons moments, mais la fin était vraiment pas cool. Et ben du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas une personne qui peut me détruire. Oui, fond, elle n'a pas réussi à voilà. aller... Voilà, ok. Au fond, je suis toujours là. Et ça a été une autre révélation qui était chouette. Et là, du coup, on a fait ce travail de reconnecter avec ses valeurs, justement, savoir comment les positionner et surtout repositionner des limites. Parce que notamment, en termes de soirée, de sortie, à cette période-là, je suis tombée dans un excès. La joie déjà de me retrouver à habiter seule, ce qui était hyper plaisant puisque ça m'est pas arrivé souvent. Et la joie de faire des excès, en fait. Au début non culpabilisant, puis par la suite en disant bon bah Justine là, Ça va pas mollo pouvoir polo, durer quoi. 10 ans. Ouais. Va falloir arrêter 2 secondes. Mais finalement il y a eu ces excès là, et il y a eu aussi la question effectivement de la sexualité aussi, puisqu'en fait mécaniquement pendant mes années de vie de couple, j'ai pas une expérience de couple monstrueuse puisque j'ai été 4 ans avec un type et 8 ans avec un autre. Donc à l'âge de mes 27 ans, j'avais que 2 expériences, on va dire, relationnelles. Moi, je suis plus dans l'endurance que dans le sprint. Très bonne métaphore du couple, non? Métaphore sportive, on n'y coupe pas. Incroyable. Et du coup, effectivement, bah, cette endurance, c'est chouette. J'adore être longtemps avec une personne parce que on apprend à se découvrir à un niveau d'intimité qui est impressionnant. Mais bizarrement, je sais pas, j'avais pas pris le temps, moi, de me découvrir moi. J'explorais plus l'autre et ses envies, et en même temps, je suis quelqu'un d'hyper curieux, donc j'ai testé des trucs. Mais au fond, ça, c'était un truc que j'avais pas du tout pris en main, en fait. Tu veux dire dans ton intimité, dans ta sexualité, dans tes désirs? Voilà, ouais. C'est ça. En fait, peut-être qu'il y avait un point aussi, je sais pas, maintenant qu'on en parle peut-être, hein, qu'il y avait un petit point de reconnaissance, en gros, de dire bon bah en fait j'ai déjà de la chance, on est en couple, on s'aime, machin,
bon bah si t'as envie qu'on fasse un truc, vas-y, viens, tu me dis. Bah, surtout si tu étais toujours dans ce schéma de redevabilité, de pas prendre ta place et de penser toujours par rapport à l'autre. Ouais, toujours ce sentiment de devoir s'effacer pour mettre en lumière en fait finalement les autres. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là. Déjà, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu le fait d'avoir une autonomie financière, ça m'a permis de me détacher à certains points et de me rendre compte après que en fait émotionnellement je pouvais me gérer et encore mieux que je me gérais mieux toute seule. Et ben ça a été énorme. Et c'est aussi dans cette période-là, dans les 27 ans, que je me suis rendu compte que l'amitié entre filles, elle existait. Ah bah oui, cette croyance que les filles entre elles se crêpent le chignon, tout ça, c'est ça. Et c'est vrai que moi, depuis très longtemps, j'ai souvent beaucoup traîné avec des garçons, non pas pour les séduire, mais parce que je sais pas, enfin, je les sexualisais pas, ils me sexualisaient pas, il y avait pas, enfin, j'ai plein de copains avec qui jamais, au grand jamais, il y avait quoi que ce soit à imaginer, mais du coup, je sais pas, c'est peut-être cette croyance, comme tu dis. Ah, mais c'est une grosse croyance patriarcale que les filles, entre elles au bureau, elles parlent les unes sur les autres, que les amitiés entre filles, ça serait que de, comment dire, de la guerre de séduction et tout. Et en fait, ça désolidarise complètement. Alors que non, c'est complètement con. C'est ça. Il y a aussi des garçons qui sont à la guerre pour d'autres raisons, et des filles pour plein de raisons, mais... Exactement, bah c'est à cette époque-là où on s'est rencontrés. Exactement. Aussi. Et oh là là, on s'est pas mis sur la... C'est dingue, on s'est toujours pas mis sur la gueule. Hein. C'est terrible. C'est dingue. Est-ce qu'on est des vraies filles? Non, je crois pas. Mais je sais pas. Ah, ouais, moi non plus. Ouais, tu sais pas non plus. Bon. Bah, c'est peut-être ça, hein, je pense que... Vu qu'on est forcément semi-hystérique. Bah oui, c'est ça. Bah, un jour, nos hystéries se rencontrent. Et puis en plus, on s'est déjà vu ivre. Donc, oui. Donc on aurait dû se pousser sur la route. Se jeter des talons. Voilà. Des talons aiguilles. C'est ça. Du mascara et tout. Tout ce qu'une fille a. Voilà, crépage de chignon classique. Mais c'est vrai que ça a été hyper intéressant de se rendre compte que, oui, il y a les mêmes problèmes entre filles qu'avec que les garçons. Mais du coup, je sais pas, pendant longtemps, moi, je me suis un peu méfiée des filles. Non pas parce que j'en avais peur, mais parce que parfois, tu sais, t'as ces superbes femmes hyper assumées, etc. Et moi à côté j'avais un peu l'impression d'être une version Wish. Mais moi j'ai souvent ce sentiment, j'ai des copines, elles sont grandes, elles font 1m80, elles rentrent dans des bars, t'as l'impression qu'elles font juste ça et elles ont un gin tonic et moi j'ai l'impression de sautiller derrière le bar avec mes cheveux bouclés, genre excusez-moi, c'est ça, c'était pour une bière. T'as un peu l'impression d'être cette Anne dans Shrek, la petite qui saute comme ça. Et et alors qu'en plus ces filles-là, moi j'ai en tout cas une copine qui correspond à ce schéma-là. Et elles ont les mêmes névroses et les mêmes questionnements. Enfin, tout à fait. Il y a un physique et il y a une impression extérieure, mais elles ont... Enfin, tu vas leur parler et en fait, elles sont comme toi. C'est ça. C'est rarement des grosses connes comme on aimerait nous le faire croire. Pas du tout. Elles ont juste ce physique-là, en fait. Exactement. Avec le regard masculin que ça met en place. Mais ça veut pas dire qu'elles sont... elles n'arrivent pas comme des queen bees. Waouh! C'est ça, on leur fait pas place. Et en fait, c'est marrant parce que c'est une dévaluation qu'on se fait de nous. Oui. On se met les barrières. Enfin, en tout cas, oui, là, moi, je me mettais les barrières, me disant non, mais je peux pas aller parler à cette meuf, en fait. On joue pas dans la même cour, en fait. Elle roule, enfin, elle fait sa vie de ouf et tout. Et moi, à côté, je galère, ou je traîne un peu la patte. Et en fait, finalement, quand je me suis rendu compte que... Non, mais je t'imagine... Enfin, excuse-moi, c'est l'expression petite traînant la patte, vraiment. Avec le boulet, là. Traînant sa vie comme un boulet. C'est ça. Personne m'aimera. Ma vie et mes névroses et ma moustache. Du coup, j'étais... Non, tu vois, je me sentais pas légitime. Et c'est vrai qu'à cette période, finalement, on s'est rencontrés. Bah, tu sais, j'ai eu plein de... la chance de rencontrer aussi plein de monde. Et en fait, de me dire que finalement, tout vient des autres. Enfin, la plupart des choses viennent des autres. Et le fait d'avoir des retours d'expérience de plein de monde et de garder cette sociabilité en fait que j'avais finalement lâchée pendant ces 8 ans de relation. Enfin, je crois que j'étais pas dans un donjon non plus, mais il y a plein de personnes, plein de choses que j'explorais plus. Je me suis remise à dessiner,
à faire des poupouilles par-ci par-là. Et en fait, aujourd'hui... Des poupouilles? Des poupouilles, pardon. Je sais pas ce que c'est des poupouilles, mais... Pardon, des poupouilles, quand j'appelle les poupouilles, c'est Des trucs par-ci par-là? des trucs pour moi, tu vois, oui. je vais courir, je vais marcher, je vais Ah, faire un d'accord, masque, je vais faire des petites poupouilles, quoi. Du petit cocooning, quoi. Ouais, voilà. Ou... Oui, des poupouilles. Non, mais ça, j'aime beaucoup. Tu vois, je vais faire des expos, des trucs... Enfin, Mais c'est voilà. la fameuse redécouverte d'après-rupture, là. C'est ça. Ouais. Ou du coup, je vais au cinéma, je refais des trucs, en fait, qui finalement m'avaient manqué pendant pas mal de temps. Et effectivement, ces 27 ans-là et cette petite pierre angulaire qu'il y a eu à ce moment-là, ça m'a donné le courage après, derrière, de me dire, allez, vas-y, je me prends en main et je vais pouvoir... opérer cette réorientation. J'ai eu de la chance d'avoir un partenaire de vie qui m'a énormément aidé sur le soutien de tout ça, et des amis aussi qui étaient là en permanence pour avancer là-dessus. Et en fait, arrivé à 30 ans, effectivement, je me dis que aujourd'hui j'ai un peu lâché la névrose de la redevabilité, que maintenant disons que c'est plus moi aujourd'hui qui suis moteur à raconter ma vie dès le début, à affirmer un peu qui je suis et voir si la personne elle adhère pas. Et au final, maintenant, je cherche plus à plaire du tout. C'est-à-dire que si tu m'aimes pas, si t'aimes pas la façon dont je parle, parce que je parle de façon très imagée, parce que j'emploie des mots de vieille dame de la Mayenne, et voilà, et ben c'est pas grave. Je veux dire, il y a plein de poissons dans l'océan. Donc en plus de traîner la patte, tu utilises des expressions de vieille. Waouh! Waouh! Les gens vont penser que t'as un sex appeal inexistant, ce qui est faux, évidemment, mais... Ouais, à couper au couteau, effectivement. Mais bon, du coup, c'est plein de petits trucs qui me font... Tu vois, je vais t'en donner une. En tout cas, aujourd'hui, je me mets plus la rate au courbouillon, tu vois. Et tu sais que je reprends souvent ce que toi, les gens savent pas. Tu prends des vieilles expressions et après tu dis comme disent les jeunes. Oui. Et ça, c'est un running gag chez moi. Je suis la pierre qui roule, n'amasse pas mousse, comme disent les jeunes. Et, oui, et les gens me disent tout le temps... Soit il y a des gens qui comprennent, soit il y a des gens très premier degré qui me disent bah, les jeunes disent pas ça. Bah non. Bah non, ils disent pas ça. Évidemment. Non. Ça me fait... Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Bah oui, bah oui. Comme disent les gens. Comme disent les gens à la sortie des lycées, là, on Bien l'entend sûr, souvent. On l'entend tout le temps. On parle de C'est Nekfeu, dingue, hein. évidemment. Ah putain. Donc bah voilà, en gros aujourd'hui Okay. j'ai cette chance-là de me dire que bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur pas mal de sujets. Mais je referai un truc qui s'appellera à nos 40 ans. Et bah d'accord. On recheckera ce qui a été fait 10 ans plus tard. On se dira, mais qui c'est cette connasse qui est en train de parler? Ah mais c'est toi. T'avais beaucoup de névrose quand même. Et du coup, tu parles beaucoup des relations amoureuses, enfin beaucoup, tu l'évoques souvent. Et je parle souvent du life goal, un peu maison, bébé, chien, boulot stable. T'as pas tout. J'allais dire, t'as pas de boulot stable, c'est pas du tout une accusation. J'ai pas de je maison, ne suis pas en train pas de la pointer du doigt, vous inquiétez Je pas. vais pleurer. T'as un conjoint, mais vous vivez pas ensemble. T'es d'ailleurs très, très autonome. D'ailleurs, c'était très étrange de t'entendre dire que tu t'étais perdue dans le couple, parce que moi, je t'ai toujours connue faisant tes trucs avec ton copain et des fois complètement seule. Donc t'as un appartement dont t'es pas propriétaire, mais est-ce que tu ressens une injonction autour de ça? Est-ce que tu vis bien de pas avoir à 32 ans cette espèce de bébé mariage, tout ça? Est-ce que t'as beaucoup de gens autour de toi qui l'ont fait? Et voilà, comment tu te positionnes dans ce truc-là? Est-ce que t'as l'impression que c'est subi, voulu? Est-ce que tu vis bien avec ça? Bah, disons que je le vis bien. Enfin, disons qu'effectivement, il y a une injonction. Quand t'as tes amis qui ont déjà un enfant qui disent tout le temps « Ah, tu verras quand ce sera toi », alors qu'ils connaissent finalement tes idéaux. Moi, personnellement, j'en ai jamais voulu d'enfant. Enfin, je trouve que c'est très mignon chez les autres. Ça porte une responsabilité qui pour moi est énorme. Comme j'ai été abandonnée, je me rends compte à quel point c'est dur et à quel point c'est un engagement fort. L'adoption en soi, j'ai eu la chance de tomber sur une famille formidable. Enfin, vraiment, j'ai une chance incroyable. Mais ça me fait me rendre compte encore plus à quel point ça peut être difficile. Et peut-être c'est de la peur, peut-être c'est de la conscience, je sais pas dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, si un jour j'ai un enfant, bon, j'espère que je serai prête. Mais aujourd'hui, je suis loin d'être prête et j'ai pas forcément envie de ce schéma-là. Comment dire, j'ai une éco-anxiété extrêmement forte. Je considère quand même
comme beaucoup de personnes d'ailleurs, on va droit dans le mur. Est-ce que la problématique principale du fait d'avoir des enfants, c'est une priorité? Je sais pas. Enfin, je m'exprime pas très bien. Mais non, au contraire, parce que c'est là où je voulais savoir justement ton rapport, par exemple, à l'extérieur. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça pouvait jouer ou pas dans le constat actuel qui est pas fifou. Et puis c'est fifou, vrai que, tu vois, comment dire, avoir un enfant, c'est aussi pouvoir élever dans le sens, le mettre au-dessus de soi. Et du coup, est-ce que j'aurais aujourd'hui la capacité de l'élever au-dessus de moi? Mes parents, ils m'ont accompagnée dans mes études, ils m'ont accompagnée dans tous mes choix, même au-delà de financier, hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui j'aurais cette capacité, tu vois, de dire simplement à mon enfant, viens, on part en vacances, alors qu'en fait, il y a la moitié de la France qui est en train de cramer. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apprendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre? Parce que là, on est plus dans la survie que dans la vie pour les petits qui vont arriver après 2040, en tout cas. Enfin, pour moi, ça me paraît pas très sympa de leur donner ce futur-là, en fait. Mais c'est mon point de vue. Et je vois l'espoir que porte chacun des enfants de mes amis. Je trouve ça super. Et ils ont des méthodologies d'éducation qui sont très lointaines par rapport à celles qu'on a pu avoir aussi. Très conscientes, non pas que les méthodes qu'on a pu avoir, tout est acheté, c'est pas ça. Mais... Non, mais c'était plus consumérisme. On est des enfants des années 90. Je vois comment nos parents nous faisaient consommer. Moi, je me rappelle de Choc à pic au petit-déj. J'en parlais précédemment dans une autre interview de jeux en plastique. Tu sais, il y avait un truc de... C'était normal, tu vois, d'en avoir plein le frigo, d'acheter des produits... je crois pas que j'ai racheté de Kinder Delice depuis ces 20 dernières années. Il y avait un truc de... On questionnait pas la nourriture, on questionnait pas tout ce qu'on achetait. Moi, je me rappelle de ma mère et de ma grand-mère ma mère moins, mais vraiment un truc de consommation. Il y avait des robots ménagers qui sortaient tout le temps. Beaucoup de publicité, je me rappelle de beaucoup de pubs. C'est ça. Et effectivement, comme tu dis, la publicité, c'était un peu la pierre angulaire du truc, puisque on disait pas manger des céréales, on disait manger des Frosties. On parlait marque, on parlait pas produit. Ils ont changé, hein, d'ailleurs. L'axe, c'est pas le même. Aujourd'hui, ils essayent de te montrer tout le truc, genre du blé fait en France. Exactement. Alors, ils essayent de... Bon, c'est une forme de greenwashing, quoi, de te faire consommer le même produit en te faisant croire... moi, je revois là des fois, ça m'amuse de regarder les trucs de Choc à pic, là, le dos. Aujourd'hui, c'est toute l'explication de comment c'est cultivé. Moi, à mon époque, ça n'existait pas. C'était des jeux derrière. Exactement. Il y avait 3 lignes de... Et le taux de sucre était marqué en tout petit. C'est comme ça, tu te demandais pourquoi ton gosse sautait partout pendant 3 heures. C'est ça. Parce qu'il a mangé des Choc à pic il y a 1 heure et qu'il est en pleine montée de glycémie, quoi. Et c'est terrible. Et dis-toi qu'à une époque, je crois que c'était les 60 ou 70, quand les céréales ont été inventées, du coup, c'était un argument de vente de dire il y a plein de sucre dedans. Mais oui, comme il y a des dentistes Coca-Cola, qui vous disent pardon. Ils perdent leurs dents à 8 ans, par contre. Voilà, en fait, on va être sur une génération dédentée. Ils sont surexcités, ils n'ont pas de dents, on ne comprend pas ce qu'ils Comment disent. on fait? S'ils sont en pleine croissance, on va faire des dentiers tous les ans, c'est quoi le délire? C'est horrible. C'est terrible. Tu vois, quand il y a des dentistes qui étaient en train de créer des dentiers standards. Ah, mais de toute façon, on est passé par des phases. Le jour où je tombais sur une pub où carrément une meuf enceinte fume, et ils sont genre, oui, la nicotine pendant la grossesse. Et c'est tu te chouette. dis... Ouais, tu vois ça aujourd'hui, t'es là, bon, non, c'est mieux de pas le faire. Après, si tu le fais, mais... Oui, tout à fait. Ou le truc de Lina, où ça fait toujours cette introduction, 1959, la fin du vin rouge dans les écoles. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de vin rouge pour les profs? Pas du tout. Non. Du tout. Les élèves, vraiment. J'étais genre, quoi? Et t'as la nana qui dit, oui, ben là, du coup, ils font moins la sieste. Ben ouais, avant, ils faisaient bien la sieste, mais ils étaient bourrés à midi, les gosses, quoi. Normal. Et ils ont 6 ans. Ah bah, comme quoi ça calmait. Mais et les petits verres de cantine étaient pleins de vin rouge, les fameux petits verres Duralex, mais plein de vin rouge. C'est ça. Et tu vois, cette loi-là, elle a pas dû arriver tout de suite en Mayenne, parce que mon père, qui est né en 56, il disait qu'il prenait du vin rouge à la cantine. Ah, mais moi je viens de Vendée, je suis presque sûre qu'il y a des départements qui ont été dans le déni. Hein. Ah bah oui, non mais il y a des départements, ils l'ont appliqué sur Paris, tu vois, parce que c'était le côté un peu plus élevé, mais je peux dire dans les campagnes, les mecs ont dit quoi? Comment? Bah nous on avait prévu les cubis l'année prochaine pour les gosses, là, donc... Tous les fonds de cul c'est pour les gosses, et qu'est-ce qu'on va en faire en fait? Ah non, il y avait un business autour de ça, tu te dis... 6 ans, vin rouge, oui, à mon avis, ils faisaient des siestes de 2 heures, mais effectivement, quoi. C'est ça. Mais c'est comme les villages d'irréductibles. Nous, on en a quelques-uns en Mayenne qui refusent de clore le tabac, enfin d'empêcher les gens de fumer. Ouais.
Et c'est vrai Pas que... dans les écoles, hein, on est d'accord. Ah Oui, non, dans les dans bars. les bars. Alors, 6 ans, tu me ramasses cette clope, Timothée. Enfin, c'est pas une raison. T'as commencé à fumer, certes, à un âge normal, mais T'attends on la peut récré, tu fais comme tout le au monde. moins respecter la planète. Donc la Mayenne est ok sur l'écologie, mais pas sur le fait d'arrêter de fumer, d'accord. Non, non, mais de toute façon, partout où tu vas... moi, je vais même pour le masque, il y a 1 an ou 2, j'étais dans les Cévennes. Je peux te dire que le masque dans les bars, j'ai mis le masque, le mec m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit, bah, je sais, moi je suis de Nantes, il m'a dit « Ah non, mais on s'en fout. » Et les flics étaient en train de boire un verre dans le bar. Ouais, Donc clairement, eux, ils allaient pas, non, non, non. Et j'étais, ah oui, donc bon. Bon, ok, chacun sa loi, quoi, pas de problème. Macron, il pense qu'il a plein pouvoir. Non, non, il y a des mecs qui t'écouteront jamais, quoi. C'est clair. Ah, c'est mort de chez mort. Diriger un pays comme celui-ci, non mais l'enfer. Non, puis de toute façon, tout le monde peut pas appliquer ce que tu dis, parce que sinon les gens conduiraient tous avec le permis. Sinon, là, on serait ok sur les puces dans la tête et... C'est ça, Vas-y, quoi. Mais en tout cas, pour revenir à ton sujet de base, aujourd'hui, quand je vois finalement les couples que j'ai autour de moi, et ben finalement, il y en a que quelques-uns qui répondent vraiment à ce schéma-là. Ouais, il y en a pas tant. Hein. Il y en a pas tant, et il y en a... Enfin, du coup, je sais pas, peut-être que c'est des cas... parce que quand tu regardes un cas en particulier, effectivement, tu vas voir les points de différenciation, mais t'en as qui décident d'avoir tel type d'éducation, quel type de mode de vie. Il y en a qui peuvent décider de vivre en yourte. Il y en a qui... Enfin, voilà. Oui, il y a quelque chose qui change aussi. Il y a quelque chose qui change vie, aussi dans la façon d'être parent aujourd'hui. Il y a le fait de se dire... est-ce que je privilégie dès le début de vivre dans une ville, dans une campagne enfin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une anticipation qui est obligatoire due au délai de différents trucs, mais qui est peut-être... qui est peut-être plus tracé en fait. Enfin, oui, puis il y a effectivement le choix de là où on vit, effectivement prendre en compte, je pense, le truc écologique, ou voilà, comme tu dis, en yourte, il y en a qui vivent en roulotte, en tiny house et tout. Et je pense qu'en termes psychologiques, on en parlait tout à l'heure, de ne pas répéter des schémas que nos parents ont répétés inconsciemment, genre qui nous ont un peu créé des petites névroses en passant. Et tu te dis, bon, peut-être que si... Tu vois, ça fait des années qu'on te dit, bon, la fessée, c'est ok. Après, ils ont dit non, mais ils n'ont pas expliqué. Et en fait, le jour, il y a un mec qui disait, bah non, la fessée, c'est pas ouf, puisque l'enfant aime tellement le parent qu'il n'arrive pas à comprendre un geste de violence qui vient de quelqu'un qui est censé lui donner de l'amour, et du coup, ça peut faire des relations amoureuses par la suite. Un peu conflictuelles. Où tu tolères, ou tu vas tolérer la maltraitance, puisque tu auras l'impression que c'est une preuve d'amour. Donc, je pense qu'on est peut-être plus... Ouais, il y a pas mal de trucs à prendre en compte. L'écologie, la psychologie, entre autres. C'est ça. Disons que je pense que le oui d'hier est un peu le né d'aujourd'hui. Ouais, c'est très bien. Non, c'est... On devrait écrire un livre. Ah ouais, je pense que... Mais tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, que est-ce que les Sex and the City, Totally Spice, c'était féministe ? Non. Eh ben, à l'époque, ça a permis à des gamines de se dire « Ah, moi aussi, je pourrais être espionne », tu vois. Sauf qu'en fait, quand tu les regardes aujourd'hui avec ton nouveau prisme, elles sont sexualisées de ouf. Elles sont sexualisées de ouf, elles sont gourdasses. Elles sont girly, et tous leurs trucs sont dans des boîtiers de leur poudre. Téléphone, c'est un comme poudrier. Non, mais... Du coup, c'est... Bon, je dis pas, j'aurais aimé en avoir. Oui, bah 8 ans. Mais effectivement, c'est pas les... Moi, je vois le modèle qu'on a, par exemple, dans Stranger Things, de Eleven, qui se rase la tête, qui est badass, qui a des pouvoirs. Dans la dernière saison, je ne spoil rien, mais son mec lui dit « C'est comme ça que je t'aime. Enfin, ça ne me dérange pas que t'aies des pouvoirs, et pour le coup, qu'elle soit plus forte que lui. » Et je me disais, c'est cool, c'est très cool que les filles de maintenant, elles aient des modèles de t'as le droit d'être entière, t'as le droit d'avoir des pouvoirs, tout est relatif, mais du pouvoir quel qu'il soit, et tu peux être aimée comme ça, et de pas dépendre, ce que Sex and the City, c'est une dépendance constante du regard masculin, et une succession de vêtements très très chers. C'est ça. Qu'on pouvait pas se payer. La femme est lubrique et matérialiste. Complètement. En fait, c'est ça. Et si elle est de pouvoir, elle n'a pas de conjoint, puisqu'il y en a une Samantha, qui a un très haut poste, on le sait très vite, et qui enchaîne. Voilà. Donc la liberté féminine, c'était forcément ne pas être attachée amoureusement à quelqu'un. C'était absurde, alors que tous les schémas sont possibles. En fait, Samantha, c'est... Oui, c'est ça. C'est l'homme en version femme. Voilà. Il fallait forcément des années 90. Voilà, c'est ça. Mais comme on parle de notion d'empouvoirment, là, qui est une traduction de l'anglais, mais... où ils disent qu'en fait maintenant les femmes qui prennent le pouvoir, et c'est ok, hein, c'est ok d'avoir des hauts postes, c'est ok de gagner de l'argent, mais en fait elles vont aller se comporter comme des hommes, donc ne pas hésiter à marcher sur les autres pour y arriver, dans un capitalisme extrêmement haut, et alors qu'on pourrait réinventer vraiment quelque chose où t'es pas obligé de devenir un gros connard ou une grosse connasse,
t'es pas obligé de reprendre ces codes masculins patriarcaux capitalistes pour accéder et qu'on pourrait faire ressurgir le pouvoir de quelque chose. C'est ça aussi, tu vois, dans le passage à la trentaine, et ben maintenant je m'en fous. Enfin, non pas que non pas qu'avant je courais derrière, mais je m'en fous de plaire aux hommes. Ouais. Tu vois, je m'en fous de dire un truc qui peut, dans la mesure évidemment de la gentillesse, je m'en fous de dire un truc qui peut, je le sais, vexer mon père, par exemple. Je m'en fous d'affirmer mes positions. Oui, tu prends ta place de femme, encore Voilà. une fois, c'est ça. Hein, y a un Et je me rends compte que les hommes, en fait, ont pas nécessairement de pouvoir et sans. Enfin, apprendre avec parcimonie, c'est la plupart du temps, quand même, un peu des grands gamins. Ouais. Et du coup, je dis pas non plus que je suis l'adulte extrême et que voilà, je suis toute puissante, omnipotente, mais en fait, là où quand on est un peu ado ou quand on a 20 ans, on se dit ouais, non, mais les hommes, en fait, ils savent où ils vont, ils sont hyper moteurs. Et en fait, pas du non, tout. et puis ils sont éduqués dans un monde qui est fait pour eux, par eux, donc t'as évidemment des hommes incroyables, mais t'en as dans les réactions, même c'est infantile au possible. Je m'étais pris la tête avec un mec et il tapait du pied par terre alors que c'était pas dingue, et il y a quelque chose de très infantile. Non, ils savent pas forcément le monde. Par contre, on leur dit que tout leur est donné. Par contre, ça doit pas être facile. On leur Non, demande par contre, ils assument on leur demande d'être infaillibles. Ouais. Et c'est pas. Ah bah non, ça crée même des comportements à risque ou des états dépressifs. Ou même des négations de sexualité. Complètement. Ce qui est carrément terrible dans certains cas, quoi. Ah ben le patriarcat, il fait du bien à. Alors, il tue les femmes, malheureusement, c'est ça qui est très différent. Mais il fait en soi, si tu le constates, c'est qu'il fait du bien à personne. Il met tout le monde dans un truc trop de retenue chez les hommes. Et chez les femmes, de toute façon, dès que tu parles un peu fort, tu es traité d'hystérique. Et puis, bon, tu as le risque d'être frappé, violé. Voilà. Et des obligations qui sont terribles. Et qui sont intenables. Et dans certains pays, bien plus que d'autres. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, tu vois, ne serait-ce qu'en Inde. Ouais. En Inde, moi, étant originaire de là-bas, je devrais avoir l'envie d'y aller. Je devrais avoir envie de découvrir ce pays et cette culture. Et pour autant, j'irais de la même façon que toi tu irais en tant que touriste, puisque je n'ai pas cette culture, je n'ai pas la langue, voilà. Mais en même temps, tu vois, je me dis quand même que je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas si ça vaut le coup parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce pays qui sont évidemment merveilleuses et magnifiques. Mais à chaque fois qu'on me dit ah oui, mais par contre, si t'y n'y va pas toute seule, parce que t'es une femme, et en plus, du coup, t'es indienne, il va t'arriver des problèmes. J'ai pas envie d'y aller par peur, mais j'ai pas envie d'y aller par conviction. Je me dis, mais est-ce que aller dans un pays dans lequel j'ai peur, ou parce que où il peut m'arriver des conneries, est-ce que ça vaut le coup de le faire, tu vois? Et là, du coup, on outrepasse les questions d'origine, du pour qui, pourquoi, où vais-je. Enfin, c'est même plus les questions de l'adolescence en recherche d'identité. Là, c'est en fait, est-ce que j'ai envie d'aller dans un pays où ma condition de femme va orienter les interactions que je vais avoir? Je sais pas. Ah non, c'est une bonne question. Ouais. Puis après, en plus, il y a toujours un truc qui a toujours tourné autour du retourner vers ses origines et tout. T'as des gens qui ne le font pas, hein, forcément. Et il y a des gens qui peuvent pas le faire. Il y a des gens qui peuvent pas. Toi, tu peux. Puis après, moi, je peux pas. Je suis en adoption. Alors, attendez. Ah, tu veux dire que t'as pas accès, tu sais pas qui sont tes parents biologiques? Ça. Il y a deux types d'adoption. Il y a l'adoption plénière et agrémentaire, si je me trompe pas. Enfin, voilà. Et il y en a une où, en gros, t'as été abandonné et donc c'est niette, t'as pas de papier, rien du tout. Et t'as l'adoption plénière où, en gros, t'as quand même les contacts et les adresses de tes parents biologiques. Oui, mais je veux dire, tu pourrais par exemple retourner dans ce pays déjà pour, sans parler de retrouver tes parents, reconnecter. L'identité un peu. Oui, voilà. Bon, il y en a qui ont besoin, il y en a qui ont moins besoin. Et du coup, on va arriver à la fin. Du coup, je voulais savoir de tout ça, de toutes ces expériences de boulot, de couple, de tout ça. Qu'est-ce que tu tires de tout ça? Est-ce que ça t'a donné une espèce de leçon de vie? Alors, c'est un grand terme. Comme je te disais, un leitmotiv, quelque chose que tu gardes en tête ou quelque chose que tu as appris, en fait, tout simplement sur toi et qui te permet aujourd'hui d'avancer un peu plus sereinement. Eh ben, je sais pas si je l'ai encore vraiment appris, mais j'aimerais le pousser un peu plus
autant qu'il est possible de le faire, c'est d'apprendre à faire confiance à mon intuition. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu une mauvaise expérience, et ben j'ai ce truc débile de me dire mais je le savais. Je le savais, je l'avais vu venir. Et non seulement des fois ton intuition elle est confortée par les faits, mais en plus t'as tes amis, ta famille qui te posent un peu des questions, qui te voient aller vers un truc un peu foireux. Et en fait, ce truc de l'intuition, bah, je pense que on a peut-être un peu laissé étouffer, tu vois, les petits stimuli extérieurs qui peuvent nous faire allumer des lumières à l'intérieur de notre cerveau. Et si on les écoute, je pense qu'il y a des choses, non pas qu'on peut éviter, mais qu'on peut peut-être vivre différemment, tu vois, en un peu plus de conscience. Je pense qu'il y a ça, ouais. Je pense qu'on peut quand même éviter des situations. Il y a chance que s'il y a un truc que tu sens pas vraiment et que t'écoutes vraiment, que ce soit avec quelqu'un ou un endroit, je pense que tu peux éviter des situations, en tout cas vraiment où ça te met vraiment mal, quoi. Exactement. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est comme quand l'intuition, c'est autant quand tu sais, admettons, t'es en voiture, t'es en pleine nuit, et du coup, tiens, tu sais pas pourquoi, tu sens qu'il faut que tu ralentisses, et devant toi, t'as une biche qui passe, un truc comme ça, mais ce truc-là... c'est le sixième... Moi, je pense que c'est ça, c'est notre sixième sens animal. C'est ça. Dit les animaux, ils se barrent des forêts des heures et des heures avant des incendies. Je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a annihilé. Je pense qu'on est dans une société qui ne nous permet pas de le mettre... de le développer. Voilà. Et en fait, on est éduqué tellement dans le cérébral qu'on va essayer de s'auto-convaincre que non, qu'il n'y a aucune raison de ne pas être à l'aise avec telle personne ou de ne pas aller à telle fête ou pas prendre telle... et en fait, si, je pense qu'on a vraiment un truc en nous qui vibre et qui nous permet aussi de ne pas nous mettre en danger, sauf que on n'est pas forcément attentif. Et c'est ça. Et c'est cette attention-là que j'aimerais bien développer pour voir les choses un peu venir. Et pour ce faire, j'essaye d'accroître un peu ma capacité d'observation. Je me dis, finalement, plus on observe, plus on est capable d'avoir les données nécessaires. Même si c'est hyper mathématique, alors que je viens de parler d'un truc complètement... l'intuition, c'est quand même très particulier, mais je pense que allier ces deux trucs-là, et ben, au bout d'un moment, si tu observes que t'as, je sais pas, une contraction musculaire quand tu rentres dans une pièce, enfin voilà, il y a peut-être ces points-là qu'il faut... Je suis assez d'accord. Bon. Et ben, comme quoi, vieillir, c'est quand même pas mal des fois. Vieillir, c'est pas mal, hein, mais il faut aimer prendre des portes, quand même. Au sens propre. Dans tous les sens. Toutes les façons possibles. Ouais, mais quand tu prends quelques portes, ça te donne des petites leçons en passant quand même. C'est ça. Sur le moment, tu te braques, puis après tu te dis, bon, effectivement, peut-être que je le referai pas. Ouais, voilà. Exactement. Il y a toujours des petits regrets où tu te dis, tiens, une amitié qui s'est mal terminée, une situation de travail que tu aurais aimé voir passer différemment. Ouais. Mais finalement, ne pas avoir de regrets, c'est une illusion. On a toujours des petits regrets. L'important, c'est ce qu'on en fait, comment on le transforme et la façon dont on rebondit avec, quoi. C'est ça, pas rester dans l'autoflagellation et se dire bon, je referai plus ça. Mais c'est confortable, l'autoflagellation. Ouais, c'est très chrétien quand même, hein, donc... C'est ça, mais t'es sous ton plaid, tu scrolles indéfiniment, tout était de ma faute depuis le début. Qu'une merde, enfin, c'est ça, je ne mérite l'amour de personne et tout. Ouais, mais je pense que c'est vraiment contre-productif. Extrêmement contre-productif, mais il faut réussir à sortir du truc. Ouais. Sortir de la torpeur de l'autoflagellation, c'était ma grande phrase finale, incroyable. J'ai mis 2 mots compliqués, pas ouf, hein. Pas compliqué de ouf. Merci beaucoup, Justine, c'était trop cool. Et voilà. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.